messieurs, bonjour, bienvenue dans le magazine de la mi-journée sur Walf. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dahirou Thiam. Il est membre du mouvement national des cadres de PASTEF, MONCAP. Il est aussi responsable veille et stratégie PASTEF de la commune de Mbao. Dahirou Thiam, bonjour. Bonjour Pierre et merci beaucoup pour votre invitation. Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes de la Covid-19, mais également aux familles des victimes de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, justement, comment faut-il analyser cette recrudescence de ce phénomène au Sénégal? Pierre, ce phénomène est juste, à mon avis, dû à un profond désespoir des jeunes, des populations de façon générale, mais surtout des jeunes, quand on sait que la moitié de la population sénégalaise est composée de jeunes qui ont atteint un seuil de désespoir tel que prendre les pirogues de fortune au prix de leur vie. Ils préfèrent prendre les pirogues de fortune au prix de leur vie plutôt que de rester dans leur pays, puisqu'ils ne trouvent pas en quelque sorte un emploi décent pour subvenir à leurs besoins les plus primaires. Donc ils sont partagés, ces jeunes-là, entre leur ambition de réussir leur vie et un profond désespoir de voir en tout cas leurs besoins être satisfaits par le pouvoir en place et par aussi les régimes qui ont eu à diriger ce pays-là. Vous êtes au moins d'accord que le plein emploi n'existe nulle part. Le gouvernement, ce qu'il peut faire, c'est mettre sur pied des mécanismes qui vont permettre certainement à ces jeunes-là d'avoir de l'emploi. Tout à fait. Le plein emploi n'existe pas, ça c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement, mais aujourd'hui l'on doit se poser sur l'efficacité de ces mécanismes par rapport à la vision initiale et par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Aujourd'hui, on n'a pas de statistiques officielles par rapport aux objectifs. Il y a eu plein d'agences, il y a eu beaucoup de choses entreprises, mais in fine, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'évaluation et le problème est toujours là. Si ces mécanismes avaient produit le résultat escompté, attendu, je pense que l'immigration clandestine n'aurait pas repris de belle durée. Voilà, aujourd'hui, je pense que les politiques n'ont pas produit les résultats attendus. Et voilà, c'est à l'image de toute l'économie. Les jeunes en attendent plus, nous en demandons plus. Et faut-il pointer l'échec des politiques d'emploi ou en tout cas cette volonté farouche qu'ont les jeunes tout simplement de partir? Quand quelqu'un met 300 000, 400 000 francs pour sortir, il peut valablement investir et réussir au Sénégal avec cette somme. Vous savez Pierre, les jeunes ne décident pas de se tuer. Parce qu'en réalité, un jeune qui prend une pirogue pour s'aventurer à Barça ou Barsac, il sait pertinemment qu'il y a de fortes chances qu'il n'arrive pas en tout cas à destination. Et il y a de fortes chances de mourir en cours de route. Moi je pense que aucune ambition ne vaut la vie. Si aujourd'hui il le préfère par rapport à rester dans ce pays-là, c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, Pierre. Et pire, on parle de politique d'emploi, mais il y a un phénomène qui est là, qu'on ne pointe pas souvent du doigt, c'est la perte d'emploi. Il y avait des gens qui avaient des emplois ici, dans ce pays. Prenons le cas des pêcheurs et de tous ceux qui s'activent dans ce secteur de la pêche. C'est des gens qui avaient un emploi et qu'ils ont perdu à cause de la mauvaise politique ou bien des mauvaises politiques publiques dans ce secteur. Voilà, donc c'est un concours de circonstances qui font qu'aujourd'hui, les promesses du gouvernement et de l'État, déjà par rapport au premier mandat, ils avaient promis 500 000 emplois. Oui. On ne peut pas aujourd'hui avoir le taux. Ils ont dit que cet objectif a été largement atteint. Oui, et même dépassé. Ça, c'est une déclaration. Vous en doutez? On veut du factuel. Moi, j'en doute très fortement.
Et il suffit de regarder autour de nous. Nous vivons le chômage dans nos maisons, dans nos quartiers. Moi, je doute de ces chiffres. Ils n'ont qu'à les publier. Ils n'ont qu'à les publier de façon très transparente. Et aujourd'hui, moi, je pense que ce chiffre n'a pas été atteint. Prenons par exemple un exemple. De 2014 à 2018, le gouvernement, l'État, a injecté 230 millions dans les secteurs prioritaires. Pour ne... millions d'euros, je voulais dire. Oui. 230 millions d'euros, ce qui fait à peu près 154 milliards de francs CFA. Mais le résultat au bout, c'est qu'en 4 ans, de 2014 à 2018, il n'y a eu que, dans ces secteurs prioritaires-là, que 186 000 emplois qui ont été créés. Moi, j'aimerais bien savoir où sont les 500 000 emplois. Et quel type d'emploi? Quel type d'emploi? Parce qu'il ne suffit pas de créer un emploi précaire à durée vraiment très déterminée pour dire que moi j'ai créé un emploi. Un emploi, c'est quelque chose qui se pérennise dans le temps, qui accompagne la personne dans son développement humain, qui lui permet de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Donc, voilà, on attend toujours. On nous a promis 1 million d'emplois pour le deuxième mandat. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a commencé? Ça, c'est des questions légitimes. Mais il se dit que la volonté ou bien la vocation d'un gouvernement, ce n'est pas de créer des emplois, mais de mettre les mécanismes qui pourront faciliter aux Sénégalais de travailler. Êtes-vous d'accord avec cette boutade qu'on nous sert souvent? Alors, je ne suis pas totalement en phase avec cela, parce que c'est vrai, le gouvernement a pour rôle, et l'État de façon générale a pour rôle de mettre en place les mécanismes permettant de générer des emplois, et ceci s'adresse au secteur privé. Mais sur ce plan-là également, le gouvernement peut créer des emplois par une politique d'investissement. Le gouvernement peut créer d'emplois par une structuration de notre économie, aujourd'hui qui est fortement tertiarisée. Notre économie est portée par le tertiaire, qui n'est pas, tout le monde le sait, un grand pourvoyeur d'emplois. Le tertiaire, c'est quoi? C'est les services. C'est les services. Il n'y a pas d'offre d'emploi dans ce secteur-là. Et tout le monde sait que le secteur pourvoyeur d'emploi, les deux secteurs, c'est le secteur primaire, disons l'agriculture de façon générale, l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc., mais également l'industrie. Donc ces secteurs ont été délaissés. Par l'agriculture. L'agriculture sera le socle sur lequel va se reposer un peu cette relance économique qui a été enclenchée après cette crise sanitaire. On aura perdu combien de temps? On parle de relance. N'oublions pas qu'il y a eu un premier mandat qu'on a déjà épuisé. Ça veut dire que ce qu'on vient de comprendre aujourd'hui, il y a 7 ans, on ne le savait pas. Pour un candidat qui avait fait un diagnostic profond. Oui, parce qu'il y a cela 7 ans, il n'y avait pas le Covid. Non. Le Covid est venu rabattre les cartes, non? La Covid, disons, a trouvé une situation et l'a accentuée. Mais la Covid n'a pas créé de situation. La structure de notre économie est restée telle qu'elle depuis, disons, plusieurs régimes, depuis le régime des socialistes. Je le répète parce que c'est important. Le secteur porteur d'emploi, les deux secteurs, c'est le secteur agricole et le secteur industriel. Qu'est-ce qui a été fait pour développer ces secteurs? Qu'est-ce qui a été fait pour transformer nos paysans en agriculteurs? Qu'est-ce qui a été fait pour leur accorder une chance d'avoir accès au foncier? Rien. Aujourd'hui, ces paysans pourraient devenir demain, avec une bonne politique, des agriculteurs qui ont un accès au foncier et qui, avec ce foncier-là, peuvent accéder à des crédits au niveau des banques. Et là où également, il y a beaucoup de choses à faire parce que les banques ne prêtent pas. Ou bien s'ils prêtent, ils prêtent à des taux déraisonnables et demandent des garanties disproportionnées. L'État a le devoir de réguler également ce secteur, de créer de la concurrence et de s'investir pour que les banques prennent autant de risques que les emprunteurs. Voilà aujourd'hui beaucoup de problèmes qu'on pourrait soulever
qui fait qu'in fine, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de création de richesse. Oui, mais c'est bien de crier haro sur le gouvernement, mais c'est encore mieux peut-être de sensibiliser les Sénégalais pour qu'ils ne se tuent pas en mer à la recherche d'un hypothétique Eldorado. Comment sensibiliser le Sénégalais? Tout à fait. Nous, disons, on n'encourage pas. On n'encouragera jamais l'immigration clandestine. Aujourd'hui, c'est vrai que le Sénégalais a sa part de responsabilité, mais l'État a la plus grande part de responsabilité. Moi, je doute fort qu'une personne capable de trouver un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins dans son pays, qui est entouré de sa famille, tente l'aventure de Barça ou Barsac. Donc, au lieu d'être dans la réaction, nous devons être dans l'action ou dans la proactivité. Oui, parce que depuis quelques heures, c'est comme qui dirait le branle-bas de combat au niveau chez les autorités, les institutions chargées de résoudre ce problème-là se réunissent, écoutent les médias pour s'expliquer un peu. Vous pensez que cela devait se faire bien avant l'arrivée de ce drame? Justement, il ne faut pas... vous savez, quand il y a explication, ça veut dire qu'il y a un fait. Il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Alors, moi j'aurais bien aimé qu'il soit dans la prévention plutôt que d'être dans la réaction. Le problème est là. On en connaît les causes. Il faut s'attaquer aux causes. Et de façon définitive. Arrêter les effets d'annonce, arrêter les discours. Et il faut résolument se tourner au travail. Pierre, il y a beaucoup de problèmes liés à cela. On peut parler également de la formation des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, les formations qu'on les pousse à faire ne correspondent pas aux besoins du marché. Aux besoins du marché. Il y a une inadéquation. Il y a une inadéquation des formations par rapport aux besoins en termes de développement. Voilà. Donc, il faut travailler sur ça également. Les formations sont très longues. In fine, les étudiants n'ont pas de qualification, ils n'ont pas de savoir-faire. Ils sont tous portés vers le secteur tertiaire. Un grand bond a été fait quand même dans le domaine de la formation professionnelle, avec le président Macky Sall. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que le résultat n'est pas au rendez-vous. Le résultat n'est pas au rendez-vous. Nous, on juge par rapport au résultat. Les faits sont là pour témoigner de cela. Il n'y a pas d'école de la seconde chance au Sénégal. Il y a une masse critique de jeunes qui sont laissés en rade. C'est les jeunes qui abandonnent l'école très tôt et à qui on n'offre pas une seconde chance. Je veux nommer les artisans, je veux nommer les mécaniciens, je veux nommer les menuisiers, les ébénistes, les plombiers. Tous ces gens-là n'ont pas bénéficié d'une seconde chance. On devrait l'État devait se réorienter justement à développer ces formations professionnelles dès le bas âge, organiser ces secteurs, leur allouer des subventions, de telle sorte que ces gens-là puissent développer leur propre business et même se formaliser, créer de la richesse, participer dans le développement de ce pays-là à travers les impôts et les taxes, et même recruter. Et c'est comme ça qu'on dynamise un secteur, à côté de l'agriculture dont on a parlé tout à l'heure. Voilà beaucoup de mesures qu'il faut prendre pour, à mon avis, renverser la tendance de telle sorte que ce phénomène-là puisse dans quelque temps s'arrêter. Justement, pourquoi, à votre avis, tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de ce pays ont buté sur ce problème de l'emploi des jeunes? Parce qu'ils ont un mauvais modèle économique. C'est simple. Le modèle économique ne nous permettra pas de nous développer. Ça fait 40 ans ou plus qu'on laissait sous l'impulsion des partenaires au développement qui veulent tout sauf notre développement. Aucun pays au monde ne peut se développer avec le secteur tertiaire. On a des ressources, on a des richesses, il faut qu'on produise, il faut qu'on transforme pour faire de la valeur ajoutée. Voilà, et c'est comme ça qu'on crée de l'emploi. Et c'est comme ça qu'on rend une économie dynamique.
on a un mauvais modèle économique. Et nous, PASTEF, on a proposé une synergie vers tous ces secteurs-là. On a proposé un retour vers l'agriculture, un modèle qui se base sur l'agriculture, qui se base sur les petites et moyennes industries, c'est-à-dire la transformation, et qui pourrait servir au secteur tertiaire, c'est-à-dire la commercialisation. Et c'est comme ça qu'on arrivera justement à rendre dynamique notre économie à l'intérieur du pays, freiner l'exode rural qui est devenu aujourd'hui l'immigration clandestine. Parce que ce que les jeunes cherchaient à Dakar, ou ce que les habitants, les paysans cherchaient à Dakar, ils ne le trouvent plus. Donc ils sont tentés de continuer vers d'autres horizons qui ne leur offrent plus d'ailleurs, qui ne constituent pas un Eldorado. D'où la nécessité de les fixer dans le terroir d'origine. Il faut les fixer avec quoi? On ne peut pas les fixer sans rien du tout. Il faut une véritable politique de développement dans leur terroir. Et justement, le gouvernement devrait se concentrer dans cela. Et je suis sûr que ces jeunes-là, aujourd'hui, préfèrent 1000 fois rester dans leur terroir, travailler, gagner de l'argent, subvenir à leurs besoins, plutôt que de s'aventurer à cette aventure Barça ou Barsac, qui, in fine, nous fait perdre énormément de jeunes. Parce que c'est un capital humain. On a besoin de ces jeunes. On a besoin de bras pour travailler, pour développer ce pays. Voilà, Pierre, à mon avis, les quelques solutions qu'on pourrait adopter pour renverser un peu la tendance. Oui, et curieusement, on a l'impression que cette problématique de l'emploi des jeunes est devenue un fonds de commerce politique au Sénégal. Chaque candidat qui aspire à diriger ce pays promet de l'emploi aux jeunes. On se le rappelle, le président Abdoulaye Wade demandait aux jeunes de lever la main s'ils n'avaient pas de travail. Comment rompre avec cette pratique? Nous avons, nous, en tant qu'opposants actuels et en tant que parti politique... Et vous, de PASTEF, vous semblez être sur la même voie, hein? De PASTEF, non du tout. Parce que, disons, vous avez suivi sans doute nos vacances agricoles patriotiques. C'est une réponse contre ce problème de chômage. C'est une réponse pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, PASTEF a initié l'an zéro des vacances agricoles patriotiques pour montrer aux jeunes que c'est possible, avec un petit lopin de terre qu'on vous prête ou par n'importe quel autre moyen dont vous disposez, et d'un petit fonds, 300, 400 000, 500 000, vous pouvez arriver à faire quelque chose de merveilleux et même développer par la suite votre activité de telle sorte que vous pourrez prétendre à autre chose de beaucoup plus intéressant après. Nous sommes dans l'opposition et pourtant nous donnons l'exemple, nous montrons l'exemple. Nous ne sommes pas, nous ne nous positionnons pas en tant que politiciens qui veulent politiser cette affaire du chômage des jeunes, mais nous donnons l'exemple et nous proposons des solutions. Oui, mais il faut aussi travailler à une reconversion des mentalités. Dire aux jeunes Sénégalais que tout le monde ne peut pas travailler dans un bureau climatisé. Il faut accepter d'aller investir les champs dans la campagne. Tout à fait, tout à fait. C'est en droite ligne avec ce que nous faisons actuellement. Nous, on a investi les champs durant les vacances, pendant les vacances. On a investi les champs. Ceux qui n'ont jamais labouré de la terre, je veux parler peut-être des gens comme moi qui habitent à Dakar, sont retournés à la terre. Voilà, donc ça c'est également un message de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse. Nous sommes dans cette dynamique, nous sommes dans cette optique, et vous verrez que l'année prochaine, avec mieux de préparation, nous ferons, en tout cas cette activité sera même doublée, les résultats escomptés sera même doublés, voire triplés. Voilà. Là, vous marchez sur les plates-bandes du gouvernement qui avait déjà initié les DAC, domaine agricole communautaire. Oui, sauf que nous avons, avec peu de moyens ou pas du tout de moyens, réussi à faire quelque chose. Eux, ils ont tous les moyens de l'État et on tarde à voir ces DAC décoller. Il est de leur ressort, gouvernement, État, avec tous les moyens dont ils disposent, de développer leur filière. Nous, c'est une forme de participation pour nous. Mais on a vu les résultats. Sans moyens, nous sommes parvenus à avoir au moins 400 hectares, à récolter 400 hectares et les récoltes sont toujours en cours. Donc voilà, ce n'est pas une contradiction,
nous ne sommes pas en contradiction, parce que nous l'avons toujours réclamé. Il faut un retour vers la terre pour développer ce pays. Il faut soutenir les secteurs qui puissent créer de la richesse et créer des emplois. Donc voilà. Alors, pour ce problème de Barça et Barsac, est-ce que vous pensez que le gouvernement a encore une marge de manœuvre conséquente, ou bien vous pensez qu'il a plafonné tout simplement? Alors, si on retrace un peu l'historique, Pierre, il faut souligner que ce phénomène a commencé en 2005. Et en 2005, le Premier ministre s'appelait M. Macky Sall. Donc, c'est quelqu'un, même avant d'être candidat, avant d'être président, qui avait vécu cette situation en tant que responsable, en tant que chef suprême du gouvernement. Donc il n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse. Il en était conscient. Il avait fait des propositions. Il a fait un mandat entier sans régler ce problème. Et là, il entame son second et dernier mandat. Le problème s'était plus ou moins calmé, il faut le dire aussi, hein? Oui. Le problème s'était calmé. Oui. Mais on ne peut pas dire, que le problème s'était calmé. Les choses ont explosé. On ne peut pas dire que le problème s'était calmé, parce qu'aujourd'hui, on voit les jeunes prendre la mer. Mais il y avait également d'autres jeunes qui prenaient le désert de la Libye. Voilà. Donc on ne peut pas dire que le problème s'était calmé. Ils sont retournés à la première forme d'immigration clandestine, c'est-à-dire prendre la pirogue, mais le problème reste et demeure entier. Reste et demeure entier. Et il y a un désespoir. On ne souhaite pas au président d'échouer sur ce plan-là, parce qu'il n'est pas de notre intérêt que le chômage persiste. On lui souhaite de réussir à caser les jeunes. Mais force est de constater, après plusieurs années quand même, plus de 12 ans, le régime n'a pas encore mis en place les vrais mécanismes permettant de fixer les jeunes dans leur territoire et de leur permettre de subvenir à leurs besoins par un emploi décent. Maintenant, que faut-il faire dans l'urgence, ici et maintenant? Dans l'urgence, déjà, je vais commencer par un constat, Pierre. Ce que j'aurais recommandé au président de la République, et c'est ce qui se serait passé d'ailleurs dans toutes les démocraties, dans toutes les républiques normales, c'est que le président rende le tablier. Ah bon? Après ses multiples échecs. Vous exigez sa démission? On lui recommande de démissionner, parce que les échecs sont répétitifs et sont longs et ont trop duré. Démissionner pour quel motif? On peut pour échec. Pour échec. Si chaque gouvernement qui échoue doit démissionner, il n'y aurait pas de gouvernement dans ce bas monde. Cette culture. On devrait tendre vers cette culture. Aujourd'hui, l'échec est un motif de démission. Faire de cette question de l'emploi des jeunes une question d'honneur, comme François Hollande par exemple. Comme François Hollande. L'échec est le plus grand motif de démission. Et il ne faut pas avoir honte de démissionner. En tout cas, c'est une recommandation qu'on lui donne, d'arrêter, de stopper l'hémorragie, de démissionner, de rendre le tablier. Il a essayé à plusieurs reprises, pendant très longtemps, il n'a pas réussi. Il ne faut pas avoir honte de démissionner. Mais soit, la décision va lui revenir de toute façon, mais c'est juste un conseil qu'on peut lui donner. Mais les solutions découlent du diagnostic qui a été préétabli. Il faut repenser la formation des jeunes. Il faut former en fonction de nos besoins en termes de démocratie, en termes de développement. Excusez-moi. Il faut faire une réforme du foncier pour que les paysans puissent accéder au foncier, puissent accéder, je ne dirais pas accéder à la terre, mais au foncier. Il faut pousser les banques à financer. Il faut soutenir le secteur privé national. On a vu que l'économie de ce pays-là, qui est fortement extravertie, est portée par les multinationales étrangères, pour lesquelles d'ailleurs l'État a accordé beaucoup d'avantages fiscaux. Et ces avantages fiscaux ont été accordés à ces entreprises en contrepartie de la création d'emplois. Et aujourd'hui, force est de constater que le résultat n'a pas suivi. Et il y a même un manque de suivi de l'État à ce niveau. Donc l'État perd doublement.
accorder des avantages fiscaux à des entreprises étrangères pour qu'ils vous créent des emplois. Ces entreprises, in fine, ne créent pas d'emplois, ou bien ils créent des emplois vraiment très précaires qui ne répondent pas en tout cas aux besoins des populations, ce qui fait que l'État perd doublement en termes de rentrée d'argent à travers les impôts et en termes, disons, de création d'emplois. Donc il faut revoir tous ces accords, il faut revoir toutes ces lois, il faut repenser notre modèle économique parce que l'emploi est créé par le dynamisme de l'économie. On ne claque pas du doigt. Ce n'est pas quelque chose qui se crée par magie. Il faut rendre notre économie dynamique, tout repenser à la base, développer les secteurs qui ont le plus besoin de main-d'œuvre, justement ce qui aura un impact sur la création d'emplois. Il faut également sauvegarder les emplois qui sont déjà existants. Je veux parler de la pêche. Nous, à PASTEF, on avait proposé dans notre programme de repousser à 12 000 miles nautiques la pêche industrielle, ce qui permettrait quand même à nos pêcheurs traditionnels et à notre secteur, à tous ceux qui s'activent dans ce secteur justement, de pouvoir retrouver les ressources. Oui, parce qu'ils disent qu'ils n'ont plus accès aux eaux généreuses, pratiquement de nos côtes. Ils n'ont plus accès aux eaux. Et pour un pays qui dispose de plus de 700 km de côtes, c'est inacceptable. Oui, et il est temps également qu'il y ait un consensus fort et dynamique autour de cette question de l'emploi des jeunes. Il faut arrêter de la politiser, non? Et créer une union sacrée autour du président, autour de cette question, comme on a eu à le faire durant le Covid. On ne la politise pas. On ne fait que constater. Il n'y a eu aucun blocage qui a été apposé au régime pour développer en tout cas une bonne politique de l'emploi. Personne n'a politisé la politique de l'emploi. Vous venez de demander la démission du président. Oui, la démission, c'est la conséquence des échecs répétitifs qui n'ont pas commencé maintenant, qui ont commencé durant même le premier mandat. Maintenant, ça c'est une recommandation. C'est une recommandation et il peut la suivre ou pas. Mais dans une république normale, même l'Assemblée nationale aurait organisé la destitution du président de la République. Un échec est un motif de démission. On ne peut pas persister dans l'échec. On ne peut pas. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre. Merci Daïrou. Merci. Voilà, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau de l'invité de la mi-journée. Je rappelle tout simplement que vous êtes membre du mouvement national des cadres de PASTEF, MONCAP. Vous êtes aussi responsable veille et stratégie PASTEF dans la commune de Mbao. Merci Pierre. Si vous le permettez, un dernier mot. Le Sénégal a perdu quand même beaucoup de ses fils dans cette aventure de Barça ou Barsac. Ça nous porte préjudice aujourd'hui et ça nous portera forcément préjudice à l'avenir. Nous demandons au président de la République d'avoir la hauteur qu'il faut le moment venu et de ne pas entraîner le pays dans une aventure qui pourrait encore faire couler du sang dans ce pays-là. Voilà, merci. Voilà. Nous revenons dans 30 minutes pour la version Wolof. Merci beaucoup. Bien. Walf TV di leen proposer